Bonjour à tous. Bonjour. Hello Samuel. Alors, on va attendre un tout petit peu que tout le monde arrive au fur et à mesure. Bonjour tout le monde. Il y a vraiment des personnes qui sont très assidues au webinaire de Modulo, ça fait plaisir. Alors, juste avant qu'on démarre et puis le temps que tout le monde arrive, je vais simplement rappeler ce qu'on fait chez Modulotech. Donc, Modulotech que j'ai créé avec Raphaël et Thibaut. On a créé le premier réseau de développeurs juniors qui est un réseau d'entraide et qui a vocation à booster l'employabilité des développeurs juniors parce qu'on sait que le marché n'est pas toujours facile à l'entrée pour trouver son premier job. Donc l'idée notamment, c'est de faire intervenir des experts pour qu'ils puissent nous parler alors souvent de leur expérience où ils interviennent sur des sujets plus techniques. Ils nous parlent aussi régulièrement de leur entreprise, de comment ça se passe au sein de leurs équipes, etc. Aujourd'hui, Samuel va intervenir sur un sujet plutôt technique. La semaine dernière, on parlait du TDD, justement. Donc, c'est un petit peu en lien avec ce qu'on va voir ce soir. Donc, Samuel, tu veux nous parler de tout ce qui est en rapport avec les tests automatisés. C'est vrai que c'est mieux que ça soit automatique quand on est développeur. Moi, c'est un sujet typiquement que je n'avais pas forcément abordé dans mon bootcamp. Donc, c'est toujours bien de voir ces sujets-là, surtout quand on est développeur junior au début de sa carrière, parce que je pense que c'est indispensable en fait de tester son code. Et donc, merci beaucoup Samuel d'intervenir aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de te recevoir. Je te laisse la parole. D'accord, merci à toi, merci pour la présentation et pour m'accueillir. Donc moi je m'appelle Samuel, j'étais développeur pendant à peu près 10 ans professionnellement, même si c'était mon hobby avant. Et donc là j'étais plus récemment manager d'équipe de diverses tailles. Donc la présentation que je vais vous faire ce soir, elle est centrée sur les tests automatisés parce que c'est le sujet qui a été plébiscité. Et donc, ce que je vais faire, c'est essayer de vous donner en toute humilité des conseils pragmatiques qui sont issus de ce que j'ai appris. Donc, la présentation va être émaillée de pas mal de mots-clés que ensuite vous pourrez chercher pour faire le Getting Started. Mais donc, du coup, la présentation ne va pas remplacer un tutoriel que vous pourriez trouver facilement sur Internet et faire tout seul. Mais c'est plus pour essayer de voir les enseignements qui en découlent et les situations dans lesquelles on peut se mettre et comment tout ça se branche ensemble dans une base de code qui a de l'historique et sur lesquelles beaucoup de gens travaillent ensemble depuis plusieurs années. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir ma présentation. Hop. Et juste peut-être, Samuel, avant de Ouais. commencer, je te laisse faire ton installation. Est-ce que toi, justement, quand tu as commencé ta carrière de dev, c'est quelque chose que tu as tout de suite mis en place, que tu avais bien appris à faire? Alors, absolument pas, parce que quand j'ai commencé avec ma carrière de dev, c'était il y a 15 ans, et à l'époque, c'était pas du tout à la mode. Il commençait à y avoir quelques fous furieux qui parlaient de tests unitaires, à ce qui paraît des méthodes complètement avant-gardistes où on écrit des programmes pour tester le programme. Voilà. Donc, c'est un terme qu'on commençait à entendre. Non, à l'époque, on commençait à tester complètement manuellement. Ça faisait déjà 5 ans que je travaillais quand, à force de faire de la veille technologique, on avait essayé avec mes collègues d'aller voir notre chef et de lui expliquer que il y avait un nouveau truc qui s'appelait test unitaire qui allait nous faire gagner du temps. Je pense qu'on n'a pas été très convaincant parce qu'on n'a pas employé les bons arguments. Et à l'époque, les outils étaient beaucoup moins matures. Donc non, c'est quelque chose que j'ai complètement appris sur le tas. Donc il y a un peu trois façons d'apprendre des choses en tech. Il y a pour ce qui est vraiment de la technologie elle-même, hein, vraiment la librairie, comment l'utiliser, etc. C'est pas mal de chercher le nom de la technologie Getting Started. Donc là, par exemple, vous allez voir que je vais vous parler de Jest. Vous pouvez apprendre à écrire des tests avec Jest en tapant Jest Getting Started et du coup, vous pourrez assez facilement apprendre tout seul. Ensuite, le deuxième pilier, c'est avoir des gens plus seniors qui vous expliquent un petit peu comment les enjeux avec un peu de recul. Ça, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Et ce que normalement vos collègues de travail, si vous êtes bien encadrés, doivent être capables de faire dans une entreprise où il y a des seniors et des juniors.
voilà. Et par ailleurs, le troisième pilier, c'est l'expérience, c'est-à-dire qu'il n'y a quand même rien qui remplace le fait de passer des années et des années à se casser les dents sur des problèmes récurrents pour finir un jour par voir le point commun entre tous ces problèmes et voir comment s'en sortir. Donc voilà, c'est un petit peu ces trois piliers-là. Il n'y a pas de façon magique de devenir développeur senior sans y passer des années et des années. Moi-même, si ça fait 15 ans que je code, donc 10 ans de manière quasiment exclusive et 5 ans, je dirais, à mi-temps parce que le management me prend un peu de temps, tous les jours, j'apprends des trucs et quand je relis mon code d'il y a un an, je me dis mais qu'est-ce que j'étais mauvais voilà, donc ça, c'est assez bon signe si vous... Voilà, si vous regardez votre code d'il y a un an et que vous avez l'impression que c'était top, c'est que vous avez arrêté d'apprendre et qu'il faut recommencer à apprendre. Voilà, donc. Dis justement, à propos du fait que c'était pas une pratique que tu avais apprise initialement, parce que je pense qu'il n'y a aucune honte à ne pas savoir faire de tests au début, quand on est débutant en tout cas. Et ok, donc c'est pour ça qu'on te fait intervenir ce soir. Absolument pas. Et d'ailleurs, de manière générale, il n'y a vraiment aucune honte à ne pas savoir. Ça, c'est un comportement que j'ai vu chez pas mal de gens. Je partage vraiment en toute humilité, je l'ai eu moi aussi. C'est-à-dire ne pas savoir ce que veut dire tel terme. Jamais franchement prendre le temps de chercher, mais faire un peu semblant de savoir pour pas passer pour un idiot, copier-coller le truc d'à côté sans avoir vraiment compris ce qui se passe. C'est pas comme ça qu'on devient bon en fait. Voilà, donc faut vraiment pas hésiter à dire je sais pas, pas hésiter à ouvrir un bouquin qui s'appelle machin pour les débutants, etc. quoi. Voilà, au passage, je rebondis sur ce que tu dis. Et après, pareil, c'est un truc bête, mais si vous avez toujours bossé dans une boîte qui n'a pas de pratique des tests, bah, c'est normal que vous ne sachiez pas faire des tests. Claire, tu m'entends? Ouais, pardon, je t'entends, je te laisse, ouais. je te laisse partager. J'arrête de t'interrompre. Donc non, pas de souci. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, s'il y a des questions, je ne sais pas si on fait les questions après ou peut-être que Non, on fait les questions au fur et à mesure dans le chat. Voilà. Ça marche donc par ça. contre, pendant que je serai en train de présenter, je ne verrai pas le chat. Donc n'hésite pas à m'interrompre s'il y a une question, de faire la voix du peuple. Il n'y a pas de souci, je ferai la voix du peuple avec grand plaisir. Voilà, donc je vais attaquer. Voilà, je vais attaquer cette présentation. Donc l'intitulé, c'est comment bien faire des tests automatisés. Donc je vais commencer par faire une petite itération sur le titre et enlever le terme bien. Voilà, parce que en fait, il y a beaucoup de bien et mal. C'est bien quand sur les questions morales. Sur les questions techniques, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, à part si vous êtes en train de demander est-ce que mon code rend le monde plus juste? Est-ce que ma façon de faire les pull requests augmente le bonheur de mes collègues au travail? Là, vous pouvez parler de bien et de mal. Mais sur les aspects techniques, en fait, quelque chose n'est ni bien ou pas bien. Les choses sont toujours vraies ou fausses en contexte. Il faut être plus précis, en fait, que c'est correct, pas correct, bien, pas bien. Je vais vous parler à la place de qualités qu'on peut rechercher dans des tests automatisés. Une première qualité qu'on aime bien avoir, c'est qu'ils soient rapides. Parce que comme souvent, surtout par exemple si on fait du TDD, on peut modifier, lancer le test, attendre le résultat, recommencer. Si on fait une petite pause de 3 secondes, c'est bien pour que le cerveau se repose un peu, mais on ne veut pas faire une pause de 2 minutes à chaque fois. Donc une qualité pour un test, c'est d'être rapide pour avoir tout de suite la réponse. Une deuxième qualité, c'est qu'il soit précis. C'est-à-dire que si vous avez un gros logiciel de 2 millions de lignes de code, que vous faites quelque chose et que je vous dis « ça ne marche pas », ben, en fait, vous n'êtes pas vraiment avancé parce que, ok, ça ne marche pas, mais comment je fais pour corriger? Donc, le test, il doit aussi vous dire précisément ce qui ne va pas, à quelle ligne ça plante, en quoi consiste le problème. Et la troisième qualité, c'est qu'il doit être assez exhaustif. C'est-à-dire que quand on a un gros logiciel, on ne peut pas tout tester à chaque fois qu'on met en production. Donc, on a envie d'avoir confiance dans le résultat des tests et que si c'est vert, bah, on est sûr que c'est bon, quoi. Donc, il faut que ça soit exhaustif. Donc ça, c'est un petit peu les trois qualités qu'on va chercher chez un test unitaire, jusqu'à ce que, à un moment, on se rappelle que on ne code pas que pour s'amuser, même si on adore ça, et qu'à un moment, il faut aussi que l'entreprise soit rentable. Donc, il faut aussi que ça soit pas trop cher. Et alors, c'est marrant, dans le post qui a annoncé le meeting, j'ai vu quelqu'un qui a réagi sur la notion d'investissement sur le test. Mais en fait, ce qui coûte du temps dans un test, comme dans n'importe quel morceau de code,
c'est pas le temps qu'on va passer à l'écrire au début, hein. Ça va assez vite. C'est le temps qu'on va passer à maintenir. Donc, toute ligne de code qui existe dans la base de code, toute fonctionnalité qui existe dans le logiciel, bah, c'est un peu comme des choses qui sont dans notre sac à dos et qu'il faut transporter. Et donc, je dirais, chaque test, comme le reste du code, doit se justifier, en fait, parce que quand on modifie, c'est potentiellement du code à mettre à jour. C'est du code qui prend du temps à s'exécuter, qui consomme des ressources sur nos serveurs, etc. Donc, il faut que le test soit aussi pas cher, en plus d'avoir toutes ces qualités-là. Alors là, on est assez mal barré parce que, en fait, c'est très difficile d'avoir les trois avec un seul test. Les tests, ils ont tendance, s'ils sont rapides et précis, à pas être très exhaustifs, ou à l'inverse, s'ils sont bien exhaustifs, ils vont coûter très cher, etc. Donc, mais heureusement, c'est pas foutu parce qu'il y a plusieurs sortes de tests. Donc là, je vous mets un petit schéma. Ça, c'est une structure en fait qui est assez connue. Ça peut s'appeler la pyramide de test. Alors, sauf qu'en général, elle a 3 étages et moi, j'en ai rajouté un 4e en bas parce que il répond un petit peu aux mêmes besoins que les tests. C'est tous les outils d'analyse statique du code. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est des choses qui peuvent tourner sur votre IDE ou que vous pouvez lancer en ligne de commande ou qui peuvent tourner sur votre intégration continue. Ça va être le compilateur. Donc, le compilateur, c'est quelque chose qui transforme un langage en code exécutable par la machine. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle les linters. Alors, je ne sais pas s'il y a moyen de faire un mini-sondage, mais j'aimerais par exemple savoir quel pourcentage des gens savent ce que c'est un linter, par exemple. Est-ce qu'on peut avoir cette information? Alors, attends, j'ai jamais testé, mais je vais tester. Alors, attends, c'est quoi Tu peux me répéter ta question? Qui sait ce que c'est un linter, par exemple? Combien de gens savent, combien de gens ne savent pas? Juste pour voir un petit peu jusqu'où je dois détailler. Ça marche. Réponse. Je sais ou je ne sais pas. Attends. Il y a quelqu'un qui a oublié de couper son micro. Non, c'est moi et c'est ma fille qu'on entend. Je suis désolée. Alors, sondage. Je sais 67%. Ok, d'accord, très bien. Donc du coup, il y a quand même un bon nombre de gens qui ne savent pas. Donc c'est le linter, c'est un truc en plus qui permet d'identifier des fautes un peu tarte à la crème qui sont identifiables de manière automatique. Il y a toujours certains trucs un peu débiles. Par exemple, on assigne une variable avant de l'avoir définie, ou on écrit dans une boucle une condition qui est constante et qui ne va pas varier, ou des choses comme ça. Ou c'est des patterns dans la façon d'écrire le code qui sont tellement simples en fait qu'on peut les analyser de manière automatique et dire ah là il y a tel problème. Voilà, donc c'est tous ces outils statiques en fait qui permettent déjà de tester pas mal de choses et d'éliminer un certain nombre de bugs en amont. Et donc eux, sur l'axe du rapide et précis, ils sont très 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 bons parce qu'ils vont s'exécuter en arrière-plan dans l'IDE. Donc c'est vraiment du temps réel. Dès que vous écrivez une bêtise, vous allez tout de suite avoir une petite ligne en rouge dans l'IDE qui va vous signaler qu'il y a un problème. Et ils vont être très précis dans la mesure où on va savoir exactement où est le problème. Par contre, ils sont aussi pas chers du tout parce que c'est la plupart même dans les IDE gratuits, on a un très très bon outillage. Voilà, et ça prend pas de temps en plus d'en tenir compte. Et en revanche, ils ne sont pas du tout exhaustifs dans la mesure où ce n'est pas parce que vous avez aucune remarque du compilateur et du linter sur votre application que tout va bien. Voilà, c'est vraiment juste une information de base. Ensuite, au-dessus, il y a les tests unitaires. Donc, eux, ils restent quand même très rapides et très précis et pas très chers. Donc ça, c'est plutôt à leur avantage. Eux, ils vont vraiment tester que chaque fonction de base et chaque bloc de base dans le logiciel fait ce qu'elle est censée faire. En revanche, ils ne vont pas être très exhaustifs. C'est parce que c'est pas parce que tous les blocs de base fonctionnent bien que quand on les branche tous entre eux, ils fonctionnent. Je donne un exemple. Prenez l'image mentale dans une cuisine.
de deux murs qui se font face avec un tiroir dans chaque, on ne peut pas ouvrir les deux tiroirs en même temps. C'est un problème, alors que pourtant chaque tiroir individuel fonctionne très bien. Donc, on a tous les blocs qui fonctionnent. Donc après, si on veut monter en sophistication, on va commencer à faire des tests d'intégration, c'est-à-dire que on va instancier beaucoup de blocs différents du logiciel, on va brancher beaucoup de fonctions ensemble et on va tester des parties entières du système qui commencent à avoir beaucoup de valeur ajoutée et dérouler des scénarios dedans. Et donc ça, c'est une troisième catégorie de tests qui, là, par contre, commence à coûter cher parce que c'est des scénarios où il faut initialiser beaucoup de choses, préparer un contexte, ils peuvent mettre plus longtemps à s'exécuter, donc ils coûtent un petit peu plus cher. Ils sont moins rapides, moins précis. Par contre, ils commencent à être intéressants en termes de couverture parce que s'ils fonctionnent bien, ça veut dire qu'il y a toute une partie du système de taille assez importante qui fait son job. Et enfin, ceux qui coûtent le plus cher et qui sont le plus sécurisants, c'est les tests end-to-end, puisque là, on va carrément vraiment tester toute la plateforme en entier, en conditions réelles. Et donc, pour ça, on a des outils pour manipuler le navigateur, pour faire la même chose que ce que fait un utilisateur. Et donc, cela nous donne une très, très grande confiance. Sauf que ils sont lents à s'exécuter parce que il faut manipuler un navigateur. Ils ne sont pas très précis dans la mesure où la seule chose qu'on en tirera, c'est que la fonctionnalité ne marche pas. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ouais, il y a une petite question déjà. Ouais. Alors, j'imagine que tu vas aborder ce sujet peut-être dans tes prochains slides. Mais la question, c'est comment savoir quelles fonctions liées ou ne pas liées pour un test d'intégration? Alors, tout à fait, très bien. C'est super. Ça, je vais l'aborder dans une section future. Ça, c'est un petit peu le plan de ma présentation. Cette pyramide, c'est une représentation assez classique de comment on organise les tests dans un système complexe. Et ça va être le plan de ma présentation. Donc, on va parler en fait de comment on définit les blocs à tester. Et d'ailleurs, je crois même que c'est une des premières parties dont on va parler sur comment équilibrer la pyramide. Alors déjà, un petit truc à dire avant, je vais rester au niveau de la pyramide. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez le pointeur de ma souris ou pas? Ouais. Donc, quand on est entre les tests unitaires et les tests d'intégration, en fait, la frontière peut être un petit peu floue. Par exemple, si je teste une fonction A qui elle-même appelle une fonction B, est-ce que c'est un test unitaire ou est-ce que c'est un test d'intégration? Si les fonctions sont très simples, on a tendance à considérer ça comme un test unitaire. Donc, jusqu'où ça devient un test d'intégration? Il y a des définitions. Cette partie théorique, c'est pas forcément le plus intéressant ici. Mais en gros, on a tout un dégradé ici, en fait, de complexité. Donc, je vais revenir là-dessus sur comment définir le bloc qu'on a envie de tester. Mais d'abord, ils ont des caractéristiques différentes, c'est-à-dire, voilà, il ne faut pas oublier que les tests unitaires sont très faciles à écrire, mais qui ne sont pas très exhaustifs. Les tests end-to-end sont un peu plus compliqués à écrire, mais par contre, ils sont très sécurisants. Et donc, on peut se poser la question de, OK, mais quel mix je choisis? Donc, on voit bien qu'on ne peut pas faire tout tester avec que des tests end-to-end, parce que notre suite de tests mettrait littéralement 3 mois à s'exécuter. Ça coûterait très cher, ça ne serait pas très pratique. On voit bien que si on teste tout avec que des tests unitaires, on va avoir des trous dans la raquette et on va avoir des bugs qui vont rester en production. Donc, il faut trouver un équilibre. Donc, la question qu'on va poser maintenant, c'est comment je trouve cet équilibre? Alors, déjà, c'est une pyramide de test, entre guillemets, c'est quelque chose qui vit. C'est-à-dire, c'est pas on décide d'une stratégie au début et on l'exécute et après, c'est bon, on est testé. C'est quelque chose qui va arriver au fur et à mesure. Et donc là, je vais vous donner ce premier conseil. C'est que n'importe quel bug, c'est une leçon, en fait. Il faut en tirer. Il y aura toujours des bugs en production. Si vous n'avez pas de bugs en production, c'est que votre produit ne marche pas, et qu'il ne va pas en production. Ou alors que vous travaillez dans l'aérospatiale et que tout votre code est prouvé. Et encore, même quand c'est le cas, il y a quand même des accidents. Donc, on arrive forcément au scénario, zut, il y a un bug. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est j'ai mon scénario de bug et je regarde la pyramide de tests et je me dis quel est le test le plus facile à ajouter qui aurait pu éviter ce bug. Parfois, il me manque une option dans le linter. C'est une erreur vraiment débile et juste en activant une option de plus du linter, j'aurais pu trouver le bug. Dans ce cas-là, la leçon à tirer, c'est de mettre l'option du linter, constater que c'est bien rouge, comme ça aurait dû faire, et corriger le bug. Du coup, ça me sert de leçon. Et je me dis, tiens, au passage, est-ce que ma configuration du linter est optimale? Peut-être
peut-être que oui, ça va et c'est juste pas de bol. Peut-être que non, en fait, il y a d'autres améliorations à faire. On peut en tirer une leçon au passage. Donc là, je vais vous montrer un exemple, comment ça peut se présenter concrètement sur un des fichiers sources du code de Horus. Donc ça, c'est du vrai code en production. Vous allez voir, il est un petit peu difficile à aborder. Il est pas forcément très compréhensible du premier coup d'œil. Hein. C'est pas un code joué fait pour une présentation. C'est du vrai code. Donc du coup, là ici, j'ai un des tests qui dit ce test reproduit ce bug. Donc ça, c'est un truc super utile en fait quand on crée un test, d'expliquer pourquoi on crée ce test. Et donc du coup, là, j'ai un bug qui avait été rentré dans notre bug tracker. Et donc, ce test, il disait que, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il faudrait expliquer tout le fonctionnel de Horus, mais en gros, quand on clique sur le bouton retour, ça fait à un certain endroit, après avoir fait un stand de choses, ça ne fait pas ce qu'on devrait. Et donc là, je retourne voir ma pyramide de test et je dis, OK, alors pour ce truc-là, je pourrais faire un test end-to-end, mais ça serait un peu overkill. Alors en fait, pardon, on commence toujours par le bas. Hein. On se demande toujours à quel niveau est-ce qu'on a loupé les choses. Et donc là, en fait, il se trouve que l'endroit où j'ai un petit peu raté les choses, c'était un test unitaire d'une fonction qui se retrouve là. C'est-à-dire que c'est cette fonction reduce add address qui ne fait pas ce qu'elle était censée faire. Donc maintenant que j'ai compris que le problème se trouve là, je commence par écrire un test qui reproduit le bug. Et donc ce test-là, il raconte un petit peu l'historique du bug. Je l'appelle avec les inputs qui se sont, les entrées en fait qui se sont produits, qui ont posé un souci, et je demande à avoir les sorties qui n'auraient pas posé le problème. Je le lance. La première fois que j'ai lancé, il était rouge. Ça, c'est un truc que vous avez peut-être déjà vu dans une intervention sur le TDD. Ensuite, je corrige mon bug et après, il est vert. Et après, je le laisse pour la postérité. Comme ça, il restera. Voilà. Et donc, comme ça, je prends une note mentale, en fait, que dans ce cas-là, il me manquait un test unitaire. Donc voilà, ça me sert de leçon, je le partage avec les autres. Je fais au fait sur ce bug-là, on a été un peu léger, il n'y avait pas un test unitaire sur ce scénario, donc on essaye d'en tenir compte. Et du coup, on ajuste au fur et à mesure la façon de travailler. C'est-à-dire que si on n'a presque pas de bugs et que tous les bugs sont très faciles à corriger, on peut aller un petit peu plus vite. Si on se rend compte qu'on a un bug qui arrive jusqu'en production, ça c'est pas hyper normal. Donc on se dit bon ok, on va augmenter un peu le niveau sur les tests unitaires. Et donc en fait là cette approche c'est un petit peu comme un algorithme glouton. Je ne sais pas si c'est un terme que vous avez entendu parler. C'est vraiment une solution qui consiste à trouver une solution vraiment en fonctionnant de proche en proche, à chaque fois en faisant le pas le plus simple. Donc j'ai un bug. Il se trouve que dans ce cas-là, le moyen le plus simple de ne pas avoir ce bug, c'était de faire un test unitaire. Je fais un test unitaire. Je rajoute mon test unitaire. Et au passage, je regarde si j'ai des trucs un peu similaires qui ne sont pas testés. Et en fait, ce qui va se passer en ayant cette attitude-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois, en prenant vraiment le moyen le plus facile que j'aurais eu de ne pas avoir le bug que j'ai eu, en fait, ma stratégie de test, elle va mécaniquement s'adapter à la typologie de bug que j'ai en vrai dans le contexte où je suis. Et la typologie de bug qu'on peut avoir, elle dépend de beaucoup de choses. Ça va être les technos qu'on a choisis, la façon dont est architecturé le logiciel, la façon dont il est utilisé, ce qui est critique ou pas critique pour le business, etc. C'est très très dur d'intellectualiser tout ça et de se dire ok, donc dans ce contexte-là, je vais faire comme ça. Alors qu'en fait, si on part de ce qui se passe en vrai et que on réagit à chaque bug en ajoutant le test qu'on aurait dû écrire et en regardant au passage ces petits copains qui attendent de se produire parce qu'on n'a pas écrit le bon test, au fur et à mesure, notre pyramide de test, elle va s'adapter à la réalité de notre terrain. Donc ça, c'était le premier conseil, vraiment avoir cette approche-là. Il y a un bug, j'écris le test le plus simple qui aurait évité d'avoir le bug et je m'en inspire pour l'avenir. Je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend bien. Ok. Donc, on passe ensuite au test suivant, au conseil suivant. Donc ça, c'est un petit conseil. Ça peut être assez tentant quand on met en place un outil de test automatique, qu'on mesure la coverage, de vouloir essayer d'avoir le score le plus haut possible
parce que ça procure un sentiment de sécurité. On se dit si c'est couvert à 100%, c'est que c'est 100% bon. En fait, c'est pas vrai du tout. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez regarder, creuser ça un peu plus. Il y a des théorèmes très compliqués, comme par exemple le théorème de Gödel qui dit qu'on ne peut pas, de manière générique, vérifier qu'un programme est correct. Donc, il n'y a pas de stratégie qu'on peut décrire en un nombre fini de mots qui permet d'être sûr que tout est bon. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est pas la peine de poursuivre ce mythe. Et à la place, il faut essayer vraiment de maximiser le ROI en fait, des tests qu'on écrit et que chaque ligne compte. Donc, je vais maintenant prendre un exemple où il ne faut pas écrire un test. C'est vraiment l'approche consiste à tester ce qui n'est pas bien couvert par la couche d'en dessous. Et en général, ça va être les intégrations. Les jointures entre les couches. Donc, je vais chercher une fonction qui se trouve dans un contrôleur. Voilà, ici, il y a cette petite fonction qui fait une seule chose, en fait. C'est passer la balle à la couche du dessous, en fait. Donc, j'ai cette fonction qui ne fait que appeler une autre fonction. Il se trouve que je suis en TypeScript et donc j'ai de la compilation. Donc, cette fonction, c'est une fonction qui retourne une promise de calendar date et je retourne moi-même une promise de calendar date. C'est une fonction de une ligne. Si, en fait, il y a une erreur et que cette fonction se met à retourner autre chose, le compilateur va me signaler qu'il y a un problème. Donc, cette fonction, c'est vraiment que de la tuyauterie. Et en fait, n'importe un problème qu'il pourrait y avoir là-dedans, c'est soit un problème de branchement, c'est-à-dire j'appelle cette fonction pour faire la mauvaise chose, pour faire quelque chose qui n'est pas ce qu'elle devrait faire, ou alors il y a un problème en dessous. Et donc, en fait, ça ne sert à rien d'écrire un test unitaire pour cette fonction. Donc ça, c'est là-dessus, ça c'est un truc qui peut être controversial. Hein. Vous aurez toujours des débats sur est-ce qu'il faut avoir 100% de test coverage ou pas. Voilà. Moi, ma position, c'est que chaque test doit avoir un bon ROI et servir à quelque chose et servir à éviter un problème réaliste en fait, qui pourrait vraiment se produire et gêner un client. Donc l'idée, c'est que mon conseil, c'est que on ne se fatigue pas pour des raisons de principe. On teste vraiment les choses qui pourraient, de manière réaliste, planter. Voilà. Donc ça, c'est vraiment sur voilà, comment équilibrer la pyramide. Vraiment partir de la réalité et itérer dessus pour améliorer le match. Et à chaque fois qu'il y a un souci ou un truc qui ne va pas, faire une petite rétrospective et se demander qu'est-ce qu'il faut ajuster, mais vraiment partir du concret. Ensuite, on va regarder un petit peu chaque couche. On va attaquer la partie analyse statique. Donc là, on est sur cette partie-là, vraiment le bas de la pyramide. Donc mon premier conseil, c'est un truc que j'appelle shift left. Donc ça, c'est un terme. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut se rendre compte d'un problème donné le plus tôt possible. Donc c'est vraiment le problème, il peut commencer même dans la conception de la feature. Si le problème est là, il faut s'en rendre compte là. Là, on parle du dev, donc c'est dès qu'on est en train de taper le code, si on peut se rendre compte à ce moment-là, il faut s'en rendre compte. Donc quel que soit le contexte dans lequel vous vous situez, il y a forcément un certain nombre d'outils de qualité, de style de code, de détection de problèmes divers et variés. Peut-être que votre IDE, en plus des linters, il a des features aussi. L'idée, c'est d'essayer toujours de les activer et de mettre en place en fait, le contexte dans lequel on découvre le plus tôt possible tout problème. C'est vraiment pareil, discuter de la conception avec un développeur plus senior avant d'écrire le code, ça découvrira le problème plus tôt que d'en discuter au moment de la pull request. Donc, c'est vraiment toujours découvrir le problème le plus tôt possible. Ça s'applique aussi au code. Et donc, c'est ça qui aboutit à se dire que dans tout projet, c'est pas mal d'avoir un linter. Et c'est pas mal qu'il soit plutôt assez contraignant pour détecter le plus tôt possible le maximum de problèmes. Donc, ma reco, si on est en JavaScript, ça serait d'utiliser du coup TypeScript plutôt que juste JavaScript pour pouvoir avoir de la compilation. Donc, c'est-à-dire qu'on déclare des types et si on ne passe pas les bons types de données, le compilateur va nous gronder. Et ça nous fera gagner du temps. Voilà, parce qu'en plus, TypeScript a un avantage, c'est qu'on n'est pas obligé d'écrire beaucoup de déclarations de type. Donc, il y a assez peu d'overhead en fait, de déclarations de type. Et ensuite, ESLint, qui va servir à deux choses. Uniformiser le code. Donc là, après, par contre, en tapant Getting Started ESLint, là, vous pourrez très bien arriver à l'installer tout seul et à le faire fonctionner sur vos projets.
mais donc, pourquoi on le fait? C'est parce que ça permet d'uniformiser le code, c'est-à-dire tout le monde code avec le même style. Et donc, du coup, on gaspille moins je dirais, de CPU dans son cerveau, si je peux me permettre l'expression. On gaspille moins de CPU à comprendre ce que l'autre a voulu dire parce que tout le monde écrit le code de la même façon dans la boîte. Et du coup, ça aide à éviter les erreurs bêtes. Donc ça, c'est vraiment, ça serait ce que je recommanderais si on est en JavaScript. Dans tous les langages, il y a des linters. Il y a des linters, des formateurs, des outils d'analyse statique, des trucs qui cherchent le code mort, etc. Donc, c'est pas mal sur n'importe quel projet, que ce soit pro ou perso, de passer un petit peu de temps à investir sur ces outils-là pour détecter les problèmes le plus tôt possible. Donc ça, c'est un concept qu'on appelle shift left, vous en entendrez souvent parler à différents endroits. Voilà, c'est une expression un peu cryptique pour dire qu'on essaye de découvrir chaque problème le plus tôt possible. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Donc, je vais passer au test unitaire maintenant. Voilà, parce que compilateur linter, ce n'était pas l'objet principal de la présentation. Ah, j'entends un POC. Tout est bon. Oui, on a une question sur les tests unitaires. Du coup, je vais te la poser juste après. Oui, ok. On verra si elle n'est pas répondue. Donc, le premier conseil pour les tests unitaires, c'est pour que les tests unitaires soient simples et qu'ils respectent leur promesse d'être très rapides et très faciles à écrire, c'est d'écrire des fonctions pures. Donc, une fonction pure, c'est une fonction qui ne dépend que de ses entrées. Donc, c'est une fonction au sens mathématique du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de bord. Donc, je vais prendre des exemples. Une fonction, par exemple, qui va retourner ce que l'utilisateur a tapé sur le clavier, ce n'est pas une fonction pure parce qu'elle n'a pas d'input et elle sort quelque chose qui est généré par un acteur externe au système. Une fonction qui a un compteur en interne et qui s'appellerait inc et qui, à chaque fois qu'on l'appelle, incrémente le compteur et retourne la valeur, ça ne serait pas une fonction pure. Une fonction qui retourne la racine carrée d'une autre fonction, c'est une fonction pure. Allô? Oui. Donc, je continue, tu m'interromps s'il y a une question. Donc, le code, il faut toujours essayer de l'articuler pour avoir la plus grosse partie du code qui existe sous forme de fonction pure, parce que c'est ça qui est très facile à tester avec des tests unitaires. Donc, on va regarder un exemple qui s'y prête. Toujours dans une vraie base de code où on a des problématiques un peu pénibles de la vraie vie. Donc, je vais aller voir ce fichier-là. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a une fonction qui s'appelle parse Wacom Street Info parce qu'il faut mettre une adresse dans le format attendu par un prestataire qu'on a. Et donc, on voit qu'il y a plein de formats qui sont possibles et qu'il faut tous arriver à les traiter correctement. Donc, pour ça, on a écrit une horrible expression régulière, qui est peut-être pas la pire de toutes, mais qui est quand même difficile. Mais en fait, ça, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est les tests, parce que ça sert aussi à spécifier ce que fait la fonction. Donc, j'écris mes tests unitaires, et donc là, on voit déjà qu'ils sont beaucoup plus courts en fait que l'autre que je vous ai montré, parce que la différence, c'est que ça, c'est une fonction pure en fait. Donc, il y a beaucoup moins de tuyauterie à mettre en place pour pouvoir la tester. C'est juste, je passe une entrée, j'attends une sortie. Et donc ça, on peut en écrire plein qui correspondent à plein de scénarios. Et donc là, on voit vraiment l'avantage de faire des fonctions pures, c'est que c'est vraiment très, très, très facile à tester. Donc, on peut avoir une grande robustesse dessus. Et maintenant, je vais vous montrer où est-ce qu'elle utilise cette fonction dans le code. En fait, elle est utilisée. Donc, elle est utilisée dans un code beaucoup plus compliqué, qui est ici et qui, lui, va travailler par effet de bord dans un contexte dans lequel il y a un état. Voilà, puisqu'on est dans une classe avec une méthode de classe. Et donc, ça, par contre, c'est du code qui est verbeux et assez long, mais qui fait des choses simples. Et la partie compliquée, je l'ai isolée dans cette méthode qui fait le truc complexe, mais qui, elle, est facilement testable. Donc ça, c'est vraiment le conseil, c'est vraiment privilégier les fonctions pures. Et pour pouvoir mettre le maximum de fonctions pures, c'est toujours organiser le code de manière à ce que les parties difficiles soient dans des fonctions pures. Et que les parties un peu bêtes et méchantes qui manipulent de l'état soient
vraiment limiter au minimum la partie du code qui n'est pas dans des fonctions pures. C'est un peu ça le principe. Ensuite, deuxième conseil du coup sur les tests end-to-end. Alors là, il y a besoin, sur les tests unitaires. Donc, parfois, il y a quand même des objets qu'on va vouloir tester qui ont, eux, des dépendances. Je prends un exemple. On a une fonction qui fait un traitement métier et qui écrit le résultat dans la base de données. Donc, on va pouvoir isoler la partie qui fait le traitement métier, en mettre le maximum dans des fonctions pures et les tester grâce au pattern précédent. Mais parfois, on va quand même être obligé à un moment de stocker le résultat en base ou de faire un effet de bord quelque part. Et donc, pour ça, il y a un petit peu deux façons de faire. Il y a un pattern qui est universel, qui s'appelle l'injection de dépendance. Donc là, je vous ai mis une référence. On se débrouillera pour vous faire partager le lien. Ça, c'est un article qui est vraiment bien, en fait, qui explique de manière très basique qu'est-ce que c'est l'injection de dépendance. Je n'ai pas le temps de l'expliquer dans cette démo-là parce que ça serait trop long. Mais je vous recommanderais de lire cet article-là plutôt qu'un autre. Il y a l'article de Martin Fowler qui est bien, mais qui est complexe à aborder. En revanche, celui-là explique vraiment les choses simplement et en introduisant les trucs au fur et à mesure. Donc, je vous recommande de lire celui-là pour savoir ce que c'est l'injection de dépendance. Est-ce que tu veux mettre le lien dans le chat, peut-être? Je peux mettre le lien dans le chat, mais voilà, n'allez pas le lire tout de suite. Hop, parce que vous pourrez lire après. Voilà, je le mets dans le chat, comme ça vous pouvez créer le bookmark pour ceux qui ont l'intention de le lire. Et ensuite, Merci. après, il y a toujours ce que j'appelle des méthodes un petit peu obscures, qui sont en fait des hacks. Par exemple, en JavaScript, on peut, pour ceux qui ne connaissent pas ce langage, en JavaScript, on peut modifier presque tout. C'est-à-dire, je peux, par exemple, aller dans la classe date qui sert à stocker les dates et modifier la manière dont des choses sont calculées à l'intérieur de la classe date et le reste du code n'en saura rien. Donc, je peux un petit peu saper les fondations avec une flexibilité quasi totale. Et donc, ça donne plein de librairies, comme par exemple pour Jest, qui est un framework de test qui par ailleurs est très bien. En fait, si vous pouvez faire un test dans lequel vous allez tricher avec le temps, en fait, c'est-à-dire faire croire au code qui s'exécute que la date courante c'est telle date ou des choses comme ça. Ça, je ne le recommande pas et je suis tombé beaucoup de fois sur des bugs subtils et des tests incompréhensibles et très difficiles à corriger à cause de ces approches-là parce que en fait, ils vont marcher dans 99% des cas, mais il va y avoir 1% des cas dans lesquels il va y avoir une interaction pas prévue avec une autre librairie qui utilise le même principe et où ça ne va pas fonctionner. Donc moi, ce que je recommande, c'est de vraiment comprendre comment marche l'injection de dépendance, se l'approprier et l'utiliser systématiquement parce que c'est une méthode qui est un peu universelle et intemporelle et qui marchera toujours quel que soit le langage dans lequel vous êtes. Alors que si vous appuyez sur les particularités, les spécificités en fait d'un langage donné, en fait, vous aurez des problèmes qui seront difficiles à débugger et deux, ils ne seront pas transposables en fait dans d'autres contextes. Voilà, donc vraiment favoriser l'injection de dépendance pour les tests unitaires. Je peux montrer concrètement comment ça se présente en donnant un exemple. Donc, je ne m'étais pas donné un lien pour celui-là, mais je me rends compte en le faisant que ça serait pas mal d'expliquer ça. Donc, je vais prendre n'importe quel test. Voilà, je vais prendre ce test. Donc, comment ça se présente? Voilà, concrètement, on a une version. On a tous les. Là, par exemple, j'ai un objet qui s'appelle Customer Service. Je vais dedans, il a des dépendances, il a besoin d'un policy service et d'un subscription service. Donc, ces trucs-là sont injectés. Et donc, j'ai deux versions du policy service. J'ai le policy service normal qui fait ce que doit faire le policy service. Pareil pour le subscription service. Et ensuite, je peux fabriquer des versions pour les tests que je vais injecter juste pour les tests. Voilà. Et donc ça me permet en fait de tester mon composant Customer Service de manière indépendante du reste. Voilà. Et donc si vous cherchez injection de dépendance et que si vous lisez cet article et qu'ensuite vous cherchez Jest Unit Test with Dependency Injection, vous arriverez à le faire avec Jest après.
Voilà. Et donc, du coup, voilà, il faut bien chercher jest dependency injection et pas jest fake, je sais pas quoi. Du coup, bon, notre approche chez Horus, c'est vraiment, on utilise jest, des fonctions pures, et pas de subtilité basée sur les spécificités de JS. Voilà, c'est vraiment la base de la base. On fait que des trucs simples et on organise notre code de manière à avoir beaucoup de fonctions pures. Alors, il y avait 2 questions sur les tests unitaires. Alors, je reprends celle de tout à l'heure. Est-ce que le test unitaire peut couvrir tout scénario? Non. Non, je vais vous donner un exemple de test qui ne peut pas être couvert par un scénario. Il y a des... par exemple, je vais pas les exemples sont trop compliqués, mais je vais fabriquer un exemple un peu bidon. Vous avez par exemple un email service qui s'occupe d'envoyer des mails, et ensuite vous avez un subscription service qui s'occupe de faire souscrire les clients au service. Et le subscription service doit, quand il a fini de souscrire un client, envoyer un email. Donc, si on teste le customer service, on va vérifier qu'il appelle bien le email service quand il a fini son boulot. On est content, il fonctionne, etc. Ensuite, si on teste le email service, on va vérifier qu'il envoie bien des emails. Mais par exemple, si on n'appelle pas le email service avec le bon email, en fait, les deux composants peuvent marcher entre guillemets, mais quand on les branche ensemble, ils ne fonctionneront pas. C'est-à-dire que les tests unitaires, ils vont nous permettre de savoir que chacun des deux blocs fonctionne bien, mais ils ne vont pas nous dire qu'on les a branchés correctement. Je ne sais pas si je suis hyper clair. Je peux prendre une autre analogie. Si on veut, tester qu'un paquebot fonctionne bien, on va tester que le paquebot flotte. Ensuite, on va tester que le moteur permet de propulser de l'eau. Mais si le moteur n'est pas branché dans le bon sens, entre guillemets, le paquebot ne va pas avancer. Donc, c'est-à-dire les tests unitaires, ils nous garantissent que chaque bloc fonctionne correctement, ils ne nous garantissent pas qu'on les a branchés correctement. Donc, nous, il y a des scénarios qu'on ne peut pas tester avec des tests unitaires. Ok. C'était quoi l'autre question? Alors, autre question. Donc, la méthode inject est spécifiquement créée pour les tests? Alors, ça, donc la méthode que vous avez aperçue dans mon code ici, ça, est-ce qu'on parle bien de ça? Oui, non? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est de la syntaxe spécifique du framework d'injection de dépendance qu'on utilise. Donc ça, c'est vraiment le truc qui est utilisé chez Horus. C'est souvent, ça va s'appeler inject ou @inject ou un truc comme ça. Mais donc pour vraiment répondre à la question, quand on utilise de l'injection de dépendance, en fait, on va utiliser les mêmes outils pour faire tourner notre logiciel au runtime et pour le tester. Sauf que quand on va le faire tourner au runtime, on va dire, donc là, tu prends le composant d'accès à la base de données et la connexion de données à la base de prod, et tu l'injectes dans le service, et tu injectes la façade de présentation, et tu injectes tel composant, etc. On va décrire la structure de notre vraie application. Et quand on va tester, on va décrire un truc beaucoup plus petit en disant, donc là, tu prends le customer service et tu injectes dedans le composant de test de la base de données. Donc, on va décrire en fait des assemblages qui sont en fait l'injection de dépendance, c'est quelque chose qui sert à décrire des assemblages. Donc, on va utiliser les mêmes outils. Donc, ce @inject qu'on peut trouver dans certains frameworks, ou le inject qu'on utilise ici, ou le je ne sais plus comment ça s'appelait il y a très longtemps en Java J2E, bin, tous ces trucs-là, en fait, c'est juste ils servent à décrire comment on branche entre eux certains objets. Mais donc oui, on va utiliser la même syntaxe pour décrire les assemblages qu'on utilise pour les tests et pour décrire l'assemblage qu'on utilise en prod. Mais par contre, voilà, là encore, le test, il va nous permettre de savoir qu'on a qu'un composant fonctionne, un test unitaire, mais par contre, il ne nous garantira pas qu'on a assemblé correctement, entre guillemets. J'avais un commentaire, mais on peut tester une fonction qui appelle les deux fonctions mises en relation. Alors oui, tout à fait, voilà, effectivement. Et donc là, on touche un petit peu
un peu la frontière avec les tests unitaires, c'est-à-dire que oui, on peut tester un truc un peu plus haut dans la hiérarchie, on peut tester des blocs de plus en plus gros, et donc là, du coup, on se dirige tranquillement vers le territoire des tests d'intégration. Donc en fait, voilà, sauf que du coup, la fonction qui appelle les deux, bah, elle va être a priori plus complexe, elle va avoir des inputs plus complexes, des outputs plus complexes, donc elle va être un peu plus difficile à mettre en place, plus lourde, etc. Donc ça va augmenter la couverture, on va être de plus en plus sûr de nous, mais ça sera moins rapide et moins droit au but. Donc il faut se placer au bon niveau à chaque fois en fonction du bug qu'on cherche à éviter. D'ailleurs, ça c'est pas mal, bug qu'on cherche à éviter ou requirement qu'on cherche à implémenter, si on raisonne en TDD. Et il y a une autre question, l'implémentation d'un pattern ou de principe type solide peut-il faciliter l'écriture de tests unitaires? Alors, je ne saurais pas dire pour solide en particulier. Par contre, alors les tests unitaires seront faciles à écrire quand vous avez beaucoup de fonctions pures, indépendamment de la qualité de l'architecture. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une architecture inexistante avec un seul fichier, avec que des fonctions dans le même fichier. Ça ne sera pas très intéressant en termes d'architecture. Par contre, vous pourrez facilement écrire des tests unitaires. Donc, c'est pas tellement le fait que vous aurez une bonne architecture ou une architecture spécifique qui va faire que ça sera plus facile d'écrire des tests unitaires, c'est le fait d'avoir beaucoup de fonctions pures. Après, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on a tendance à avoir une réflexion sur la façon dont on organise le code, on a tendance à faire des blocs plus petits qui font une seule chose, et donc on a tendance à écrire du code plus facile à tester. Ok, autre question, ne parle-t-on pas aussi de tests d'intégration dès qu'on fait appel à une base de données ou un web service externe? Alors oui, tout à fait. Ça, c'est souvent ce qui est. Souvent, les gens vont dire s'il y a une base de données inclus, c'est un test d'intégration. Moi, je ne rentre pas dans les débats de terminologie précise sur à partir de quand c'est un test d'intégration. Voilà, vous pourrez voir plusieurs opinions là-dessus. Ok, et moi, le fait que tu parles de fonctions pures, du coup, parce qu'on parle souvent de la programmation fonctionnelle, Oui. est-ce que du coup, toi, c'est une manière de coder que tu privilégies? Alors, les deux C'est pas forcément, les deux sont indépendants, c'est-à-dire qu'on peut faire de la programmation fonctionnelle, on peut après faire de la programmation très procédurale avec des fonctions pures. Oui, tout à fait. C'est deux concepts indépendants. Je ne pousserai pas à s'embarquer massivement dans la programmation fonctionnelle. C'est un style de programmation qui est intéressant et c'est utile de l'apprendre. Mais on n'est pas obligé de faire de la programmation fonctionnelle pour avoir 90% du code qui est écrit sous forme de fonction pure. Ok. Et il y avait un autre commentaire de Lionel, peut-être. Si je comprends bien, les tests unitaires concernent les méthodes indépendantes, contrairement aux tests d'intégration qui concernent celles dépendantes d'autres fonctions. Alors non, parce que justement, c'est là qu'intervient l'injection de dépendance. C'est-à-dire que parfois, on a quand même besoin, heureusement, de pouvoir écrire des tests unitaires sur des composants qui sont très très hauts dans la hiérarchie. Donc, et donc cela, justement, je vais tricher en fait avec les dépendances en injectant des fausses dépendances dedans. Donc, par exemple, j'ai un composant qui est très très haut, qui est par exemple le composant qui implémente mon API. Donc, je suis très haut, je reçois la requête HTTP, là, je vais y répondre. En dessous de moi, je dépends de fonctions, par exemple, qui exécutent de la logique métier ou qui vont lire en base ou des trucs comme ça. Je n'ai pas envie d'exécuter toute la grappe pour vérifier que j'ai correctement interprété la requête du client, par exemple. Et donc, pour ça, c'est là que je vais injecter, en fait, dedans, une fausse fonction business logic, par exemple, qui va répondre tout le temps la même chose. Si, par exemple, je veux tester que ce que je fais quand l'utilisateur n'a pas accès, n'a pas les droits, ce que je vais faire, c'est que je peux faire un faux service de gestion des droits qui répond tout le temps « Désolé, tu n'as pas les droits ». Comme ça, je peux tester ce qui se passe au niveau le plus élevé. Okay. Il faut que vous lisiez cet article-là. Là, on va tomber dans la… Je risque de commencer à expliquer l'injection de dépenses, ça va mettre trop longtemps. Donc voilà, il faut vraiment que ceux que ça intéresse lisent cet article-là.
Il reste 10 minutes. Je veux juste savoir si on a le droit de déborder un peu ou pas, parce que c'est sûr que j'aurai pas le temps de tout finir. Donc, en fonction de ça, soit Oui, je oui, priorise. on a le droit, ça se coupe pas automatiquement à 19h. Ok, super. Donc, ça risque de déborder de 5 à 10 minutes, je pense. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc du coup, on va parler des tests d'intégration maintenant, parce que on l'a abordé, on le voit bien avec les tests unitaires, on va pouvoir s'assurer que les blocs de base fonctionnent bien, mais ça ne suffit pas. Alors d'abord, je vais faire un petit interlude, parce que je vais parler de magie, en fait, dans la section suivante. Et en fait, c'est un terme qu'on entend souvent en développement. Ah non, j'aime pas ce framework, c'est de la magie, etc. En fait, la magie dans le système informatique, c'est juste la partie dont je ne sais pas comment elle fonctionne. C'est comme dans le monde réel, la magie, c'est les choses qu'on ne sait pas encore expliquer. Donc, du coup, je vais l'employer là-dedans. Direct en donnant mon conseil, c'est bien d'avoir un peu de magie parce que ça permet de se simplifier les choses et de ne pas tout le temps penser à certaines problématiques quand on code tous les jours. Mais il n'en faut pas trop parce que c'est chaque truc qui est un petit peu magique et un peu caché en dessous, c'est des choses dont il faut connaître par cœur le fonctionnement, entre guillemets, si on n'a pas envie de rentrer dedans. Donc, il faut s'assurer que chaque truc un peu custom qui va fonctionner est utilisé beaucoup de fois et a un gros ROI. Donc, il ne faut pas en faire trop. Donc, maintenant, je vais vous montrer ce test-là et vous expliquer quelques trucs dessus parce qu'il va illustrer pas mal de patterns qu'on va avoir en dessous. Donc, ce test, ça, c'est un test d'intégration. Donc, vous voyez, il est assez long, il est un petit peu fat, il teste beaucoup de choses. Par contre, il va me donner un gros niveau de confiance. Donc, ça, c'est il teste un truc qui s'appelle le Quote Engine. C'est ce qui sert Quote Engine, ça veut dire moteur de devis. Donc, c'est le truc qui va fabriquer le devis. Donc là, il y a un peu de magie parce qu'il y a cette fonction qui s'appelle with mocks and local test dependencies. Donc ça veut dire que je vais utiliser des mocks et utiliser des dépendances de test locales avec une syntaxe un peu, là je ne vais pas l'expliquer, je vous rassure. Je vais utiliser une syntaxe un petit peu homemade qu'il faut faire d'une certaine façon pour que ça fasse ce que j'attends derrière. Donc là, j'en fais un petit peu. Ça me permet en fait, ce petit bout de magie-là, il me permet d'exécuter le code qu'il y a ensuite dans un contexte où l'objet qui s'appelle Wacom API Facade, c'est ce truc-là que je spécifie qui va m'aider à tester. Donc là, cette fonction utilitaire-là, qui existe en 2 variantes, elle est utilisée beaucoup de fois dans ma base de code. Donc et il y en a une autre version qui est celle-là, que tout le monde connaît par cœur parce qu'elle est beaucoup utilisée et on s'appuie beaucoup dessus, elle fonctionne toujours de la même façon. Donc là, c'est une quantité raisonnable, entre guillemets, de framework custom, mais il ne faut pas en faire trop. L'idée, c'est que le gros du code, il est facile à comprendre, il se lit du haut en bas et il est simple. Il y a des questions ou pas? Oui, une question, quel est le framework que vous utilisez? Alors, on utilise Jest. On utilise Jest dans sa forme la plus simple. C'est vraiment, on écrit test le nom du test et ensuite la fonction qui teste. Et ça, c'est un utilitaire maison qui fait toute la glue qu'il y a avec notre framework d'injection de dépendance. Et donc ça, c'est le truc à connaître quand on arrive chez Horus et qui servira nulle part ailleurs, a priori. Voilà, donc c'est pour ça, il faut le garder vraiment au minimum du minimum pour que le reste fonctionne. Il y a d'autres questions? Non, mais c'est vrai qu'on a vu passer du Nest, non? Alors, oui, on a vu passer du Nest, mais c'est pas l'objet de cette présentation. Si vous voulez. Et c'est pas du Nest, en fait, c'est du TSOA qui est une des dépendances de Nest. Voilà. Donc, voilà, si vous voulez que je vous parle de Nest, il faudra me revenir pour parler de Nest parce que là, j'ai vraiment pas le temps, surtout qu'on est déjà en retard. Là, on parle des tests unitaires. Alors, ça, c'est le truc le plus important sur un test d'intégration. On est là pour raconter une histoire au dev qui va la lire. Il faut que cette histoire, elle se tienne, qu'elle ait du sens, qu'elle se lise de haut en bas et qu'elle soit compréhensible. On n'optimise pas du tout l'esthétique de la sortie du test runner. On n'optimise pas l'élégance du code de test. On optimise la vie du pauvre gars ou de la pauvre fille qui va arriver dans 3 ans, qui n'aura rien à voir avec tout ça, qui va être tranquillement en train de faire son dev et qui va découvrir un problème grâce à notre test unitaire. Donc, du coup, il faut que cette personne, elle comprenne ce qui se passe ici. Donc, l'idée, c'est qu'on raconte une histoire de haut en bas.
avec des commentaires qui expliquent pourquoi on fait les choses, voilà, qui mettent en contexte. Donc, si je lis ce truc-là, donc tout d'abord, nous n'avons pas de devis, nous n'avons jamais calculé de devis et on n'est pas dans une situation où on peut calculer un devis. Donc là, le code vérifie que c'est bien le cas. Ensuite, au bout d'un moment, on peut calculer un devis. Donc là, j'explique ce qui se passe. Je continue un petit peu. Voilà, je dis. Donc du coup, ensuite, on modifie un input qui n'affecte pas le devis. À ce moment-là, on ne devrait pas avoir une mise à jour du devis. Voilà. Ensuite, on modifie la fréquence de paiement. Ça, par contre, ça doit générer une mise à jour du devis, mais on ne devrait pas appeler l'API de Wacom. Ensuite, je modifie un paramètre qui est envoyé à Wacom. À partir de ce moment-là, je devrais avoir un nouveau devis et je devrais rappeler Wacom. Donc là, ça me raconte l'histoire de comment c'est censé se passer. Donc là, bon, ça doit être un petit peu dur à aborder en n'ayant pas le contexte de la boîte. Par contre, je peux vous garantir que l'histoire que je viens de raconter, si je regarde juste les commentaires qui structurent un peu mon test, ça raconte une histoire. Donc, on n'est pas encore en train de faire du behavior-driven development, comme on va le voir à la section d'après, mais on commence à raconter une histoire qui est compréhensible par un dev. Par contre, ce test, ouais, il est moche. Il est assez moche. Il s'appelle Complete Scenario, il teste tout de bout en bout, etc. Mais par contre, je vous garantis que s'il plante, ça va être facile de comprendre pourquoi il a planté. Voilà, ça c'est vraiment, il faut raconter une histoire. Ça permet de mettre en contexte la personne qui va devoir corriger un problème. Et pas d'être dans un truc où souvent, en fait, on peut avoir de manière vraiment pas mal intentionnée, mais quand même très maladroite, se dire attends, un test, ça doit tester qu'une seule chose. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup vu et entendu. Donc, toutes mes assertions-là, je vais copier-coller ce test plein de fois, je vais initialiser plein de fois le contexte, comme ça, je vais avoir un seul test qui plante qui va me dire précisément ce qui ne va pas. Résultat, mon scénario de test, au lieu de faire 170 lignes, il va faire 800 lignes. Dedans, je vais avoir 10 test cases qui vont tous être massivement copier-coller les uns des autres. Et quand il faut les mettre à jour, ça va être super dur. Et ensuite, comme je n'aurai pas les étapes précédentes de l'histoire, du coup, je devrais juste comprendre ce qu'il y a à comprendre dans l'état initial, ce qui n'est pas forcément facile. Donc, faut vraiment, le plus important, c'est que le test d'intégration, il raconte une histoire. Il explique comment le système se construit, comment on en arrive là, etc. Si c'est beau, on s'en fout. Si la sortie du test runner, elle a des beaux bullet points bien alignés, on s'en fout. Voilà, c'est assez opinionated hein, comme truc, mais voilà, il faut que le prochain dev qui passe par là, il comprenne l'histoire que ça raconte. Ensuite, un deuxième truc, c'est d'expliquer le pourquoi on fait les choses. Donc là, il y a des commentaires. Ils expliquent pourquoi c'est codé comme ça. Ils n'expliquent pas ce que ça fait. Parce que quand on commence à être un peu expérimenté, qu'on a eu beaucoup de code dans sa vie, même du code un peu cryptique, un peu mal foutu, on comprend quand même facilement ce qu'il fait. Ce qui est impossible à deviner, c'est pourquoi on a décidé de faire le code comme ça. Est-ce que ça a été fait exprès? Est-ce qu'il y a eu un bug qu'on a essayé de contourner, etc. Donc, il faut expliquer pourquoi on fait les choses. Et donc là, je vais donner un petit exemple toujours dans cette méthode-là. Ici, alors, je n'ai pas triché, hein, c'est vraiment le code tel qu'il était dans la base de code. Voilà, donc ce n'est pas du code optimisé pour une présentation. Donc, ici, ce que fait ce code-là, il vérifie que dans mon mock de Wacom API façade, j'ai bien eu deux appels. Et donc là, j'explique pourquoi il y en a deux. Parce que ce qui serait plus naturel dans ce contexte-là, c'est qu'il n'y en ait qu'un. Donc j'explique pourquoi. Premier pour telle raison, deuxième pour telle raison. Et donc ça me permet d'expliquer aux développeurs suivants pourquoi il se passe ça, pourquoi il devrait en avoir deux, etc. quoi. Donc ça donne l'intention. Voilà. Et ensuite, du coup, le dernier point, c'est tester les branchements. C'est-à-dire que le but du test d'intégration, c'est pas d'écrire une fonction super, quand même assez longue et assez un peu étouffante de 200 lignes, juste pour tester plein de trucs à la fois et avoir de la code coverage facile en testant beaucoup de fonctions. Le but, c'est de tester les branchements entre les différents morceaux. Et donc là, par exemple, j'ai le moteur de devis qui se branche avec l'API de Wacom. Et à ce moment-là, c'est très important de tester qu'on l'a appelé correctement. Donc du coup, là, je vérifie que j'ai bien appelé l'API de Wacom avec le oui et le non qui ici sont importants en fait, en expliquant pourquoi c'est important. Voilà, donc ça, c'est vraiment, en fait, c'est quand j'injecte
un mock dans un des composants que je teste, je fais un test d'intégration en testant plusieurs composants entre eux, je vérifie que mon système a appelé ces interfaces de manière correcte. Alors ça, je l'ai mis dans la section des tests d'intégration, mais j'aurais aussi bien pu le mettre dans la section des tests unitaires. Donc en fait, ça c'est vraiment un conseil universel. C'est je teste que j'appelle mes dépendances avec ce que je dois appeler et que j'en retire ce que je dois en retirer. Sur la longueur, justement, Stéphane qui nous dit on conseille souvent de limiter le nombre de lignes d'une fonction, 5, 10, 15 souvent. Pour un test, se fixons ce même type de règle où la compréhension de ce qu'on teste prime avant tout. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est une règle qui va être vraie dans un grand nombre de cas, mais pas tout le temps. Là encore, parfois, ça va nuire à la lisibilité de limiter la taille des fonctions. Je vais donner un exemple. Si vous voulez limiter une fonction, ça, je peux le faire. Alors, il y a la complexité cyclomatique, mais par exemple, là, voilà, ça, je l'ai vu beaucoup de fois parce que ma femme a fait l'école 42 et j'ai recruté pas mal de devs de l'école 42. C'est d'abord, ils écrivent leur code d'une manière qui est lisible et ensuite, ils peuvent l'optimiser pour essayer de passer les règles formelles du truc. Donc, ça, pour moi, c'est pas une bonne façon de faire. C'est un bon indicateur. Là j'ai écrit une fonction assez longue. Je peux vous dire que je me suis demandé, est-ce que c'est légitime d'écrire une fonction aussi longue? Par contre, la question principale que je me pose, c'est est-ce que pour la personne qui arrive, ça va être facile à comprendre? Et je vais pas la découper artificiellement d'une manière qui va rendre les choses plus difficiles à comprendre, juste pour limiter sa taille. Parce que je pourrais le faire, hein. Ça peut se faire assez vite et assez facilement. Par exemple, là, j'ai ça prend beaucoup de lignes, ça sert juste à initialiser des données de test. Et donc, je pourrais le déplacer dans une fonction. Hop, c'est un petit raccourci, hein, il y a du refactoring dans notre IDE. Prepare test set. Voilà. Là, j'ai gagné. Donc, il y a une question de typologie. Tac. Voilà. Donc là, j'ai déjà gagné 30 lignes. Je peux continuer à restructurer mon truc comme ça. Et à la fin, ça sera assez court, mais ça sera moins compréhensible. Parce que j'aurais introduit des abstractions qui ne simplifient pas la compréhension du problème. Parce qu'il se trouve que dans ce cas-là, voir le Monthly qui était là, bah, il était vachement important en fait pour comprendre pourquoi il y avait un First Monthly Total Premium ici. Donc ça, c'est toujours ce genre de règles. En gros, c'est bien de les avoir en tête et ça sert à se dire attention, il y a peut-être un truc qui ne va pas. Par contre, il faut toujours faire les choses en conscience en fait. Oups. Ouais, je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques sur cette partie-là? Non, pour l'instant, c'est bon. Ok. Alors, pardon. Ouais. Une petite question. Pourquoi se préoccuper de celui qui va venir? Si je respecte le principe d'écriture de base d'un test, il pourra le comprendre. Alors, pourquoi te préoccuper de celui qui va venir, qui va lire le code après? Je pense Oui, alors, ça, c'est un truc c'est que le code, il est lu beaucoup plus de fois qu'il est écrit. Sur une base de code qui a beaucoup vécu, par exemple, vous pouvez avoir une base de code de 2 millions de lignes de code. Ensuite, vous avez une fonction implémentée dans un logiciel qui a, par exemple, 15 000 cas de tests fonctionnels, des millions d'utilisateurs, et vous changez un truc, vous allez peut-être écrire 200 lignes de code, mais par contre, pour savoir comment les écrire, comment bien les insérer, etc., bien que ça se colle partout, vous allez peut-être lire 20 000 lignes de code pour écrire ces 200 lignes de code. Et donc, c'est pour ça qu'on optimise pour la lisibilité. C'est toujours comment je fais pour que mon code soit le plus facile à comprendre pour celui qui passe après. Ok. Et alors, par contre, juste quand même pour que ça soit bien clair dans la tête de tout le monde, je ne veux pas qu'il y ait des fausses. C'est une bonne pratique de garder la longueur des fonctions courtes.
Et quand une fonction est longue, ça doit être un gros warning que quelque chose est sous-optimal. Par contre, les bonnes pratiques ne sont pas les mêmes pour le code de test et pour le code métier. Parce que, en fait, c'est juste pas les mêmes enjeux. Donc, du coup, dans le code métier, lui, il doit. En fait, on va avoir tendance à beaucoup plus avoir une approche dry dans le code métier. Parce que le code métier, il est bien validé par les tests. Et on essaye de le garder assez court et assez simple. Et le code de test, justement, son boulot, c'est de nous raconter une histoire. Et donc, si je raconte une histoire, je vais la raconter un petit peu dans l'ordre, en faisant mon introduction avec des descriptions, description des personnages, description des lieux, description de l'endroit, j'explique ce qui se passe. Et ça, il faut que ça soit un peu comme un récit qui est fluide, en fait, et qui se lit de haut en bas. Alors que le code que je teste, lui, il raconte pas une histoire, en fait. J'ai juste une API avec plein de routes qui peuvent être appelées un peu n'importe quand. Donc, il n'y a pas un début, un milieu et une fin. Alors que par contre, mon test, il a une introduction, un développement, une conclusion. Donc ça, c'est une subtilité qui fait que souvent, le code de test, il va être plus long et plus verbeux, et on va moins factoriser. Parce qu'en factorisant, on rajoute une couche d'abstraction qui rend difficile de comprendre pourquoi le test fonctionne comme ça. On va quand même un peu factoriser, hein, parce que par exemple, là, dans cette fonction with mocks on local dependencies, je fais plein de choses. J'initialise mon container DOC, je prépare la base de données, j'attends que les annexes soient prêts, etc. Tout ça, c'est de la glue technique qu'on n'a pas envie d'écrire 50 fois, et elle n'apporterait pas quelque chose à ce que ce scénario soit compréhensible. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, c'est bon. On est bon? OK. Donc maintenant, les tests end-to-end. Alors là, j'ai un conseil à vous donner. Donc ça, c'est un domaine où donc le but des tests end-to-end, en fait, c'est vraiment tout en haut de la pyramide. C'est qu'on va écrire un scénario de test qui raconte la vie du point de vue de l'utilisateur. C'est-à-dire que le test d'intégration, il va raconter ce que fait une grosse partie de l'application, plusieurs composants branchés entre eux, du point de vue du dev. Le test end-to-end, lui, il raconte du point de vue de l'utilisateur. Et donc, ça peut être, quand c'est bien fait, ça peut être un point de contact avec le reste du monde. Et donc là, par exemple, on a des scénarios qui sont écrits dans un langage qui s'appelle Gherkin, où vous voyez que là, c'est de l'anglais, en fait. Hein. C'est vraiment de l'anglais qui est compréhensible. Donc, on a une feature qu'on teste avec une explication, un scénario. Et donc là, c'est vraiment, je raconte ce qui se passe étape par étape. J'ai un utilisateur Gary, il est sur la home page, il clique sur ce texte, etc. Et donc, on utilise une librairie qui s'appelle Cucumber qui permet d'implémenter en fait ces étapes-là en JavaScript. Et donc là, pour le coup, on a une expression régulière qui dit quelles sont les phrases qui existent et tout ça. Donc ça, c'est le boulot du dev. Et ça, c'est aussi le boulot du dev parce qu'en général, il y a besoin d'être dev pour structurer ça correctement. Par contre, c'est incompréhensible par n'importe qui et ça raconte l'histoire qui arrive à l'utilisateur. Donc là, on a plusieurs étapes. On a le contrat, on a le paiement, les devis, la gestion des sessions, la gestion de la souscription. Voilà, donc tout ça, c'est des scénarios de test end-to-end. Donc j'ai un conseil là-dessus, c'est que là, toutes les boîtes dans lesquelles j'ai bossé avant avaient des tests end-to-end en place quand je suis arrivé. Et il y avait des tests flaky. Alors, qu'est-ce que c'est un test flaky? Ce qu'on appelle un test flaky, c'est un test qui va réussir 9 fois sur 10 ou 99 fois sur 100, ou voilà, qui va réussir presque tout le temps, mais qui de temps en temps va prendre un faux positif, c'est-à-dire qu'il va dire qu'il y a un problème, alors que en fait, la fonctionnalité n'est pas cassée, elle marche. Et donc, ce que les gens font en général, c'est qu'ils relancent le test à ce moment-là parce qu'ils savent qu'il y a peut-être un test flaky, et donc ils perdent un petit peu de temps. Et en fait, si on accepte cette approche-là, on en aura de plus en plus jusqu'à ce que ça soit ingérable. Et ça, c'est une situation que j'ai vue dans beaucoup de boîtes. Et en fait, ce que j'ai fait au bout d'un moment, quand j'en ai eu un peu assez de voir ça, à chaque fois que je suis arrivé, j'ai demandé la suppression de tous les flaky tests, enfin, plus spécifiquement, de les mettre dans une suite à part dans laquelle il y a les tests qu'on soupçonne d'être flaky, afin d'avoir un meilleur rendement en fait sur les tests de la suite principale. Et donc ça vaut le coup, littéralement, de passer une journée à réparer un test flaky pour qu'il soit plus flaky, parce qu'il y a deux raisons. Premièrement, souvent, il y a une vraie raison en fait derrière qui est un vrai problème.
qui s'est peut-être pas manifesté de manière critique en prod, mais qui est une petite épée de Damoclès qui attend de nous tomber dessus. Et donc, ça vaut le coup d'investir pour la corriger, pour être en maîtrise de l'infrastructure. Et la deuxième, c'est que si on prend 50 fois un quart d'heure dans la vie d'un dev, ça coûte beaucoup de temps, beaucoup plus que 50 fois un quart d'heure, parce qu'à chaque fois, il y a le temps qu'on perd, la frustration, le peu de temps qu'on passe à investiguer, la déconcentration, etc. Voilà, c'est vraiment, si on a un test qui échoue de temps en temps, soit il faut le supprimer, soit il faut réussir à le corriger. Mais il ne faut pas garder des tests flaky dans la suite de tests. Voilà, donc du coup, la stack qu'on a chez nous, c'est donc on a des technologies que vous pourrez googler qui sont assez faciles à prendre en main et qui peuvent vraiment permettre de faire une bonne suite de tests end-to-end. Du coup, c'est Cucumber, qui est l'outil qui permet de faire tourner les tests Gherkin qui ressemblent à ça que je vous ai montré en production. Et Puppeteer, qui permet d'implémenter les étapes en manipulant le navigateur. Voilà. Donc, je vous fais une petite démo en attendant de voir s'il y a des questions. Voilà, pour terminer un peu la présentation. Tac. Voilà, donc là, j'ai lancé, donc vous voyez que c'est un petit peu fastidieux parce que je dois lancer le back, lancer le front, je dois attendre que le back soit démarré. Là, j'ai un message d'erreur qui me dit que Mongo n'est pas démarré, il faut que je démarre Mongo. Donc, il faut bien, donc tout ça, c'est outillé sur la CI pour que ça démarre plus vite, mais c'est quand même un petit peu lourd. Voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs composants qui doivent fonctionner pour que ça puisse tourner. Voilà, et donc l'API n'est toujours pas démarrée. Voilà, tout est disponible. Donc là, ce que ça fait, c'est que ça c'est Puppeteer qui fait ça. Ça instrumente le navigateur pour manipuler super vite et faire, en contrôlant le navigateur, tous les tests que ferait un être humain. Voilà, donc ça permet de tester le produit. Et donc ça, c'est les tests dont je vous ai parlé, qui coûtent assez cher parce que vous voyez qu'ils mettent un petit peu longtemps à s'exécuter. Là, ce qui met du temps sur cette étape-là spécifiquement, c'est qu'on est en train d'exécuter le téléchargement des documents. Donc tout ça, ça coûte assez cher. Par contre, ça me permet de garantir, quand je vais mettre en production, que si jamais il y a ce scénario-là, qui est quand l'adresse du consommateur n'est pas dans la base de l'INSEE, il n'y aura pas de régression sur celui-là. Et c'est important d'avoir des tests end-to-end sur les edge cases, parce que typiquement, le cas nominal, on est toujours en train de le tester. Les cas à la marge, c'est ceux qui vont avoir tendance à régresser parce que c'est ceux qu'on teste jamais. Donc, du coup, c'est pas mal d'ajouter les tests end-to-end. Et donc, celui-là, par exemple, quand est-ce qu'il est apparu? Il est apparu quand on a eu un bug pour un client dont l'adresse n'était pas dans la base de données de l'INSEE. On ne savait pas que c'était un cas qui pouvait exister. Et donc, on a ajouté, dès qu'on a eu conscience de ce fait-là, on a ajouté un test d'intégration pour ça. Voilà, donc on a appliqué le principe de mettre d'ajouter le test d'intégration qui nous a manqué et qui fait qu'on a eu ce bug. Donc, est-ce qu'il y a est-ce que vous avez des questions pendant que les tests d'intégration tournent? Alors, il y a une question, mis à part le côté langage parlé et sa possibilité d'être rédigé par un non-développeur, ouais. Quel avantage d'utiliser Gherkin ou Gherkin Cucumber Cucumber par rapport à Jest? Les deux pouvant faire du E2E via... alors, pardon, je ne connais pas bien. Puppeteer, Selenium, autre. Oui, alors, il y a plusieurs... donc, il y a plusieurs... Je vais arrêter. J'arrête parce que pour pas qu'on ait le navigateur qui flash devant l'écran tout le temps. Alors, on pourrait écrire les tests end-to-end avec Jest. Il n'y a absolument rien qui l'empêche. C'est juste que, en fait, Jest, c'est une question de possibilité de langage. C'est-à-dire que Jest, c'est du JavaScript. Donc, du coup, le truc est structuré en fonction JavaScript, etc. C'est du code. Et donc, il y a plus d'overhead. C'est-à-dire que là, si vous voulez raconter ça avec Jest, vous allez écrire un truc qui va être 4 fois plus long et qui sera 4 fois moins lisible. Et donc, même en étant développeur, dans la mesure où là, je suis limité où la contrainte, c'est que là, c'est un test end-to-end. Donc, je m'interdis de faire quoi que ce soit qui ne soit pas une action que l'utilisateur pourrait faire. Je n'ai pas envie d'ajouter de la plomberie en plus qui me sert à rien parce que je vais pas m'autoriser là à faire un petit appel en base avec du JavaScript. Donc ça permet de mettre une ligne stricte entre l'histoire que je raconte et la façon dont je l'exécute. Donc ça, c'est un des avantages de Gherkin.
c'est pas le seul langage qui peut faire ça, hein. Il y a d'autres façons de faire. On pourrait faire un ensemble bien pensé de fonctions JavaScript qui permettrait de faire ça. C'est juste qu'il y a déjà des outils qui existent sur étagère et qui permettent de faire ça, donc on les utilise. Ensuite, il y a quelqu'un qui a mentionné Selenium. Donc Selenium, c'est pareil que Puppeteer, sauf que ça fait beaucoup plus, mais c'est beaucoup plus vieux. C'est-à-dire que Puppeteer permet de manipuler le navigateur par API. Donc, je peux faire new browser.open, navigate, cliquer les boutons, etc. Et Selenium permet de faire la même chose, mais avec n'importe quel navigateur. Donc là, vous me direz, OK, mais pourquoi alors du coup? C'est juste que Selenium, c'est un projet qui est... Je ne le jette pas à la poubelle, hein, c'est un très bon projet, mais il est un petit peu plus lourd à mettre en place. Il consomme plus de ressources sur les machines. C'est un petit peu plus délicat de le lancer sur une machine de dev comme ça. Et donc, du coup, c'est une question d'utilisation. C'est-à-dire que si vous êtes dans un contexte où vous n'avez pas totalement confiance dans le code front-end pour tourner de manière transparente sur tous les navigateurs, il vaut mieux, et que vous avez besoin d'un gros support de navigateur, c'est bien d'utiliser Selenium pour pouvoir tester les scénarios sur tous les navigateurs. En revanche, il faut savoir que l'API Selenium est beaucoup plus difficile en fait à utiliser que l'API Puppeteer. Voilà, elle est moins riche, elle est plus bas niveau, voilà, alors que l'API Puppeteer par contre permet d'aller beaucoup plus vite droit au but. Donc avec Puppeteer, on couvrira, en gros, la seule chose qu'on saura, c'est que ça marche sur Chrome. Avec Selenium, on saura que ça marche sur tous les navigateurs. Par contre, on en fera 2 fois moins parce qu'il n'y a que 24 heures dans la journée. Donc, nous, dans le contexte où on était, chez Horus, c'était plus intéressant d'avoir une couverture de test un peu plus exhaustive. Voilà, quitte à ne pas avoir la garantie absolue que ça fonctionne sur les autres navigateurs. Pourquoi? Parce que l'approche qu'on a côté front-end nous donne un niveau de confiance élevé dans le fait que ça marche bien dans tous les navigateurs. Ok, bon, il est déjà presque 19h20. Moi, j'aimerais bien juste poser une question un peu générale, peut-être plutôt pour les devs juniors. Est-ce que, pour commencer un peu à écrire des tests, une bonne stratégie serait de commencer à simplement écrire des tests unitaires, quand par exemple, ce que tu disais tout à l'heure, dès qu'on a un bug, alors là, pour le coup, effectivement, on écrit le test après bug, là où parfois c'est mieux de les écrire avant, mais peut-être que c'est une bonne manière de commencer à écrire des tests. Je ne sais pas ce que tu en penses, parce que là, quand on voit un peu la montagne, tu vois, on voit bien qu'il faut de l'expérience pour mettre tout ça en place. Alors oui, effectivement, là ce que j'ai essayé de faire, c'est de brancher quelques idées en fait. Après, si vous êtes capable de créer un produit from scratch et de mettre en place une stratégie de test avec tous les outils nécessaires, bon, bah, vous n'êtes pas développeur junior a priori, mais voilà. Donc oui. Donc alors après, pour apprendre, déjà il faut être dans une boîte. Ça, c'est un conseil que je donnerai à tous les juniors. Il faut pas être tout seul quand on apprend au début. Moi, les 8 années où j'ai été dev, en gros, il y a sur les 3 sur les 8, c'est quand j'ai beaucoup progressé. Et les 50 années, je n'ai pas progressé. Et en fait, les 3 années où j'ai progressé, c'est quand j'avais des gens beaucoup plus forts que moi qui m'embêtaient du matin au soir à vouloir que je fasse les choses différemment, à m'expliquer pourquoi ça c'était pas terrible et pourquoi c'était mieux de faire comme ça, etc. Donc voilà, il faut que vous ayez quelqu'un, que vous bossiez dans une équipe où il y a quelqu'un de plus fort que vous. C'est acceptable d'être la personne la plus forte de l'équipe une fois qu'on a atteint le niveau où on peut s'auto-former tout seul sans difficulté. Et donc, oui, après, la technique la plus facile à apprendre, c'est le test unitaire. C'est vraiment, j'ai une fonction pure, je me mets d'accord sur ce qu'elle fait dans telle condition, j'écris le test, je le lance pour vérifier que le test lui-même marche et qu'il me dit non, la fonction ne marche pas, et ensuite j'implémente le comportement dans la fonction. Alors, c'est plus simple de tester en faisant du TDD parce que ça force à écrire des fonctions testables et du bon type. Alors, oui et non. C'est-à-dire que si tu as des requirements, si tu sais ce que tu veux coder, c'est plus facile de faire du TDD parce que tu vas pouvoir spécifier le comportement que tu veux obtenir et du coup le coder après. Je pense que ça, c'est vrai peut-être dans 80% du temps. Parfois, on peut être dans une démarche exploratoire où on veut juste tester des trucs vite fait pour voir si ça marche, etc.
Et donc là, on ne se préoccupe pas vraiment de correction. Et donc dans ce cas-là, parfois, ça arrive même de désactiver le compilateur parce que ce n'est pas le moment où je veux me prendre la tête sur la correction du type, etc. Je veux juste tester, regarder dans l'interface graphique, par exemple, si ça marche bien, etc. Je pourrais peut-être le faire en faisant un prototype cliquable dans Figma, mais je ne suis pas très fort en Figma, donc je préfère le faire avec du code. Donc là, par contre, quand je ne sais pas à l'avance ce que je vais coder et que je suis en train d'explorer, ben, je ne peux pas faire du TDD parce que l'essence du TDD, c'est de d'abord bien se mettre d'accord sur le contrat, tester le contrat et ensuite implémenter. Donc, oui, par contre, moi, voilà, je vous encourage à faire du TDD. Dès que vous savez ce que vous voulez coder, commencez par écrire le test. Comme ça, il sera écrit et ça sera fait, quoi. Et d'ailleurs, le TDD, ça marche vachement bien avec les tests end-to-end. Ça marche vraiment très, très bien avec les tests end-to-end parce qu'en fait, je vais juste prendre 30 secondes de plus sur ce type de scénario. En fait, ça, une fois qu'on a les phrases de base, on peut très bien l'écrire en regardant la spec et on peut même, ça, on peut envoyer un petit Slack au product manager en lui disant voilà mon scénario, on est OK que c'est ça que ça fait. Et là où il vous dit oui, go, allez-y. Donc, du coup, on a déjà écrit le test avant. Ah oui, d'accord. Ok, alors peut-être s'arrêter là si c'est ok pour tout le monde. Merci beaucoup Samuel, je pense que ça remet bien les idées en place sur justement toutes ces différents tests et la manière justement dont ça s'articule. Donc un grand merci pour ta présentation. Oui, je suis désolé, j'ai oublié de passer un message en fait vraiment super important. Vas-y. Je peux prendre juste 30 secondes de plus. En fait, sur tous ces sujets-là, il y a toujours des gens qui vont avoir une opinion super forte et qui vont un petit peu se faire l'évangélisme de si tu fais ça comme ça, de manière parfaitement rigoureuse tout le temps, alors tout sera bien. En fait, ça, c'est une illusion. Il n'y a vraiment aucun jeu de règles qui fait que tu vas être tranquille. En fait, tu vas jamais être tranquille. Il faudra toujours réfléchir, toujours remettre en cause. Tu vas toujours tomber sur des cas où ça va pas passer comme prévu, etc. Donc, il faut vraiment toujours faire en contexte et toujours savoir pourquoi on fait les choses. Et le fait parce que c'est comme ça, c'est pas une explication valable. Il faut vraiment toujours faire le lien entre ce qu'on fait, les conséquences court terme, les conséquences long terme, les conséquences pour le client, et vraiment être sûr. Voilà, ça marche pour la longueur des fonctions, ça marche pour le TDD, ça marche pour tout, quoi. Voilà, faut toujours réfléchir à se poser des questions. Réfléchir à ce qu'on fait finalement. Et ça, on le voit très bien parce que sur n'importe quel sujet qu'on balance, vous pouvez faire un test sur LinkedIn. Il y a des sujets qui attirent le dogmatisme. C'est par exemple la façon dont il faut faire les branches dans GitHub, le TDD, la taille des fonctions, n'importe quoi, vous le balancez. Tab versus space pour reprendre une caricature. Vous allez toujours avoir des gens qui vont venir vous mettre des posts super longs pour t'expliquer pourquoi tu n'as rien compris à la vie si tu ne fais pas ça. Et en fait, ça, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est maîtriser les techniques, savoir comment ça marche, savoir les utiliser. Et à partir de là, on raisonne et on réfléchit à ce qu'il faut faire en fonction du but qu'on veut atteindre, quoi. Désolé, hein, je voulais absolument faire passer ce message, j'avais oublié de le dérouler, non, mais dérouler mon dernier slide. Je suis très d'accord avec toi. De toute façon, le dogmatisme, je pense que c'est pas bon. Et ben écoute, Samuel, merci beaucoup. Je pense que tout le monde peut te retrouver et te suivre sur LinkedIn. Donc Samuel Rossil, et un grand merci pour ton intervention et tes explications qui étaient très limpides. Je vous en prie. Ouais, j'espère que c'était utile. Et du coup, bonne soirée tout le monde. Au revoir. Bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir suivi. Merci pour vos questions. À bientôt.